Merci. Alors, toute personne qui s'intéresse à la presse ancienne, notamment française et francophone du 19e siècle, comme c'est le cas dans mes recherches, a désormais l'habitude de consulter les grandes plateformes numériques, à commencer par l'incontournable Gallica de la Bibliothèque nationale de France, ou encore, bien entendu, au Québec, la section des journaux en ligne de BANQ, au Canada, la plateforme Canadiana. La presse numérisée occupe une place importante de ces ressources. Des collections entières de journaux quotidiens s'y retrouvent, et le chercheur y plonge avec un mélange de plaisir, procuré par cette possibilité de s'immerger dans la quotidienneté de son siècle de prédilection, et de satisfaction de ne plus avoir à se déplacer physiquement en bibliothèque avec la crainte de se faire refuser l'accès aux documents. Le geste de la consultation numérique apparaît donc désormais banal, mais il constitue pourtant un changement majeur, susceptible de transformer complètement le regard que nous jetons sur la presse ancienne, la manière que nous avons de la lire, et du coup les appropriations que nous en faisons, ainsi que les hypothèses scientifiques que nous formulons à son endroit. Fort de l'expérience de l'histoire de la lecture, qui montre que de tout temps les supports ont participé de l'élaboration du sens des objets symboliques, la remédiation de la presse papier par l'écran, la conversion de la page imprimée en données numériques fait en sorte que l'on peut être à peu près assuré que nous ne lisons plus la presse ancienne comme nous le faisions il y a encore à peine 5 ou 10 ans. Je vais m'attarder dans cette présentation sur cette nouvelle lecture numérique de la presse et sur les perspectives qu'elle ouvre pour la recherche, ses défis, parfois ses problèmes. Voilà que tous ces journaux qui dormaient à peu près complètement oubliés dans les magasins des bibliothèques de conservation refont surface. Que littéralement le numérique les réinvente, les remet au jour, les fait rayonner. Arrachés à leur statut d'archives difficilement accessibles, ces documents sont entrés dans une nouvelle phase de leur existence sociale qui en a profondément modifié les fonctions et la valeur. De fait, les bibliothèques nationales se sont lancées dans de vastes campagnes de valorisation de ces corpus, la presse soudainement devenant un objet patrimonial, un nouveau lieu de mémoire. D'une part, le mouvement relève dans la plupart des pays occidentaux d'une volonté commune de valorisation nationale, qui ne varie guère d'un pays à l'autre, que ce soit en France, comme je l'ai rappelé, mais aussi en Suisse, en Belgique, au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et même en Amérique du Sud, comme vous le voyez ici, au Brésil, au Mexique. Chaque pays redonne vie à sa presse ancienne et le présente comme un véritable trésor national, fascinant objet directement connecté à l'histoire et aux grands récits qu'elle a contribué à tisser. Mais d'autre part, et l'on sait que les forces de mondialisation s'accompagnent toujours de forces réversibles de la fragmentation des identités et de la construction des communautés locales, on voit aussi apparaître depuis quelques années, au niveau infranational, des formes de valorisation inédites, qu'elles soient régionales ou provinciales, la presse devenant alors le reflet d'identité correspondant à des sous-ensembles politiques, linguistiques ou culturels. Au Canada, ce mouvement est assez notable, donc avec les ressources, je l'ai dit, de BNQ, mais aussi donc avec d'autres plateformes provinciales ou issues de projets, comme celui de l'Université d'Alberta, qui redonne accès à la presse du centre et de l'Ouest canadien. Aux États-Unis, par ailleurs, nombreux sont les États et les universités locales qui mènent les mêmes actions, notamment en Louisiane, où l'on peut redécouvrir une presse francophone très largement oubliée. Les entreprises régionales se multiplient aussi en France, où les anciennes provinces reprennent vie par l'intermédiaire de leurs collections numérisées, dans le Lyonnais, le Limousin, le Languedoc-Roussillon. Donc, tout le monde veut mettre sa presse en ligne. Il est difficile de suivre ce mouvement qui ne semble pas vouloir s'essouffler, et le chercheur qui, comme moi, s'amuse à collectionner cette résurrection de la presse francophone ancienne à l'écran, est confronté aussi bien à de très grands outils aux ressources virtuellement infinies, comme la plateforme Europeana, mettant en commun les ressources de plusieurs pays européens, qu'aux régions marginales de cet immense système interconnecté, ainsi comme ici, par exemple, de la presse francophone issue de l'immigration canadienne-française aux États-Unis entre 19e et 20e siècle. Grand mouvement migratoire qui, comme on le sait assez peu, donna lieu à l'édition de très nombreux journaux francophones dans les villes industrielles du nord-est américain, mais dont on ne retrouve encore sur Internet que des lambeaux de corpus numérisés. On peut faire l'hypothèse que subsisteront encore longtemps ces effets de centre et de périphérie, qui se répercutent à la fois dans la recherche, les grandes presses nationales donnent lieu à de nombreuses et abondantes recherches, et dans la mise à disposition des corpus en ligne, abondants là, fragmentaires ailleurs lorsqu'il s'agit des confins de nos imaginaires médiatiques. Or, ce phénomène majeur de la numérisation de la presse ancienne, qui comporte son lot de conséquences culturelles, sociales et scientifiques, est adossé à un autre phénomène d'importance. Nous étudions actuellement la presse imprimée, alors qu'elle est entrée dans une période de crise et de profonde transformation. Le numérique réinvente la presse du passé, la fait exister une seconde fois, alors même qu'il est aussi la médiation qui provoque une nouvelle révolution dans la communication humaine. Dans un tel contexte, l'historiographie de la presse écrite n'est pas sans interférer de manière diffuse avec les grandes mutations actuelles,
tant le journal papier nous paraît constituer l'icône de temps médiatiques anciens et symboliser un état de la communication qui se transforme radicalement aujourd'hui. Autrement dit encore, ce qui fait revivre la presse ancienne est aussi ce qui la jette dans la crise. Historien de la presse du XIXe siècle, il me semble qu'à ce titre, nous sommes particulièrement interpellés par les transformations qui affectent actuellement les médias et que nos pratiques nous amènent à rapprocher à l'écran deux états de communication, deux situations en tension, pourtant distantes d'un siècle ou plus, deux mondes étrangers par certains aspects, mais aussi en dialogue sur d'autres aspects, ne serait-ce que dans nos manipulations quotidiennes à l'écran. Ainsi, lorsque nous plongeons dans la presse ancienne, nous touchons à une époque qui paraît assez proche encore de nos propres relations aux médias et aux informations. Avec un peu d'imagination, il est possible de se représenter certaines pratiques qui étaient celles des lecteurs de la francophonie médiatique. À Fall River, à Worcester ou à Lowell, les familles canadiennes françaises émigrées aux États-Unis prenaient connaissance des nouvelles du Québec, ainsi que de leurs proches communautés, grâce à de nombreux journaux qui étaient publiés dans ces villes ouvrières. À la Nouvelle-Orléans, des commerçants francophones se tenaient au courant des dernières nouvelles de la ville et des annonces commerciales. À Paris, les lecteurs se sentaient plongés dans l'actualité vibrante de la capitale grâce aux journaux quotidiens. Et ainsi de Bruxelles, de Genève. Le journal, en somme, représentait le monde, traçait autour de ses lecteurs le cercle des choses à connaître et à partager, et souvent invitait à découvrir des réalités plus lointaines. S'il existait une telle chose que la francophonie médiatique au XIXe siècle, elle existait parce que les journaux en dessinaient une forme de spatialisation, interconnectés les uns aux autres, chaque journal marquant son territoire et donnant à saisir certains éléments des territoires voisins ou plus éloignés, parfois dans des échanges interlinguistiques et des transferts culturels dont il faut aussi tenir compte. J'y reviendrai dans la suite de mon exposé, mais l'un des défis de la recherche à venir consistera à relier des corpus qui étaient naguère publiés dans des villes et des pays parfois très éloignés les uns des autres, puis plus tard physiquement conservés dans des institutions également très diversifiées, mais qui présentent à la relecture des traits culturels, linguistiques et historiques communs, et que seule, disons-le ainsi, une forme de superposition médiatique et numérique permet de redécouvrir. Les pratiques de lecture que je viens de décrire très sommairement donc, sont encore ancrées en nous, nous y sommes sensibles. Et pourtant, nous voyons bien qu'elles disparaissent rapidement, ou du moins qu'elles perdent de cette place centrale qu'elles ont pu occuper en d'autres temps. Qui voit encore des lecteurs de journaux dans la rue, comme le représentaient par exemple certains petits tableaux de Jean Béraud à la fin du XIXe siècle, mettant en scène la vie des boulevards, et notamment des promeneurs lisant leur journal, indifférents au monde immédiat qui les entoure, geste alors banal et mille fois répété. Nous sommes les héritiers d'un phénomène de mondialisation médiatique qui a démarré quelque part entre XVIIIe et XIXe siècle, puis est allé s'accélérant à partir des années 1860 pour donner à nos sociétés les caractéristiques sociales, culturelles et politiques qu'elles ont encore aujourd'hui dans une large mesure. Vers la fin du XIXe siècle, on pouvait ainsi représenter toutes les classes sociales lisant les journaux, des ouvriers à la grande bourgeoisie, les hommes, les femmes, les enfants, tous conscients de vivre dans le monde de la communication de masse. Ici, c'est dans l'illustration, la fin de l'hebdomadaire d'illustration parisien à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, la révolution numérique emporte avec elle certains gestes. Lire le journal dans la rue, mais entoure les nouvelles pratiques, regarder son téléphone dans la rue, d'une aura de familiarité. Au travers de ces grandes mutations médiatiques, le XIXe siècle a éprouvé des transformations qui ne sont pas sans faire écho avec celles que nous connaissons actuellement, et qui nous poussent à interroger de manière accrue le fonctionnement de nos propres appareils médiatiques. Hier comme aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les pratiques du journalisme et sur l'identité professionnelle des journalistes. Naguère, il n'y a même pas un siècle, le métier était en cours de constitution. Aujourd'hui, il paraît déjà se dissoudre dans les nouvelles pratiques de communication numérique, remettant en cause les compétences professionnelles, les formations, le rapport à l'actualité. Ce que nous entendons par journalisme pourrait bien n'avoir été qu'une parenthèse d'à peine plus d'un siècle, et hier comme aujourd'hui, l'adaptation et la reconfiguration des formes de communication dans les nouveaux supports médiatiques constituent des enjeux forts. Au XIXe siècle, ce fut le passage d'une culture fondée sur l'oralité, la conversation, la rhétorique, à une culture de l'imprimé. Tandis qu'actuellement, nous vivons un passage du modèle de l'imprimé à la dématérialisation numérique, supposant la cohabitation de formes d'expression hybrides entre l'image, le son et le texte, et des modes d'interlocution bien différents. Reste que nous vivons, que nous ressentons ces transformations, au travers d'inquiétudes et de sensibilités qui rappellent beaucoup celles qui ont été exprimées au XIXe siècle. Nos sociétés sont ainsi traversées depuis 100 ou 150 ans d'une crainte de la désocialisation engendrée par le journal, par la télévision, par Internet, accusée de défaire les liens de proximité et les sociabilités traditionnelles, d'accentuer l'individualisme et le repli sur soi. Les échos et entrelacements d'une époque à l'autre
engendre la nécessité de mesurer correctement les effets que les outils numériques provoquent sur la pratique des chercheurs, sur l'élaboration des méthodologies convoquées, sur les transformations globales de la discipline. L'histoire numérique de la presse est ainsi une discipline jeune, mais héritière de pratiques riches d'une longue tradition de recherche, invitant à poser les premiers jalons d'une historiographie du médiatique au prisme du numérique. Le passage à l'écran de la presse ancienne est donc un fait désormais incontournable, un phénomène majeur, qui engendre une série de conséquences sur notre discipline. Il suscite des actions de recherche nouvelles, il engendre de nouveaux regroupements de recherche, et sans doute plus de travail collectif qu'autrefois. Il mobilise de nouveaux chercheurs comme jamais auparavant, et il contribue à former de nouvelles intelligibilités scientifiques des objets médiatiques. Média 19 est né dans ce contexte, il y a bientôt 4 ans, et il est temps d'en venir à la présentation du projet avant de formuler quelques propositions sur les perspectives d'avenir. En concevant la plateforme en 2010, avec ma collègue et complice et co-directrice du projet Marie-Ève Ferranti à l'université Paul Valéry, à Montpellier, et en discutant avec les services informatiques de ma faculté, je n'avais pas encore bien conscience de tout cela, mais avec le recul, il est évident que la réflexion qui anime Média 19 se situe bien dans le sillage, je dis bien dans le sillage des humanités numériques, qui ne consiste pas simplement donc, à mettre à disposition à l'écran des documents sur lesquels les historiens de la littérature, de la presse peuvent travailler, mais constitue bien une nouvelle manière de penser les objets, d'établir des liens entre les corpus et de les questionner. La médiation numérique est tout sauf anodine, comme j'ai tenté de le montrer au début de cette présentation, et elle conditionne beaucoup notre regard. Média 19 est un lieu de convergence des actions de recherche, qui à ce titre fédère des chercheurs canadiens et français surtout, mais il engage aussi un réseau international de collaborateurs, contribuant à l'une ou l'autre des sections du site qui sont toutes en libre accès et qui reposent sur, de manière assez simple, sur le logiciel d'édition libre Lodel, celui-là même qu'utilise la plateforme Rendu.org. Nous recensons aujourd'hui plus de 100 contributeurs sur Média 19 et une page donc, les regroupe tous en renvoyant aux contributions de chacun sur Média 19, dans l'index. Officiellement donc, lancé et financé en 2011, le projet souhaitait prendre le relais d'un premier grand mouvement et regroupement de chercheurs, surtout français, qui avait donné lieu à une grande publication de synthèse, La civilisation du journal, gros ouvrage de plus de 1000 pages, là, et il s'est trouvé rapidement répondre à des besoins scientifiques partagés, puisque le réseau s'est largement et rapidement étendu à de nombreux pays d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud. Au mois de juin, comme l'a dit notre présidente, donc, il y aura ce congrès qui va nous permettre de conclure la phase 1 et de lancer de nouvelles actions de recherche, et donc de voir tous ensemble ce qui s'est joué dans ces dernières années dans les inflexions de la recherche, notamment en raison de ces nouveaux corpus et de leur nouvelle accessibilité. Alors évidemment, il serait inutile de présenter le site en détail, il est facile d'y aller par soi-même, mais je vais insister dans ma dernière partie sur 4 axes de réflexion, 4 axes parsemés chacun de défis et d'écueils, dont l'énumération est l'occasion de ressaisir sous l'angle numérique cette nouvelle intelligibilité des objets médiatiques qui, je crois, va marquer les recherches futures. Alors, premier élément, accessibilité. C'est une évidence et en même temps, c'en est pas une. L'intérêt renouvelé pour le texte du journal est probablement l'effet de l'accessibilité des corpus numérisés. Et cette facilité d'accès aux sources primaires pose certains défis. Il faut se demander comment les nouvelles pratiques de l'hyperlecture et l'accès à certaines sources, qui sont loin d'être toutes numérisées, infléchissent la recherche, orientent la valorisation de certains corpus au détriment des autres, engendrent des dépouillements particuliers. Quelle stratégie doit-on adopter pour neutraliser ces effets, corriger les modes diversifiés d'appropriation des textes, faire cohabiter le numérique et, je puis dire, l'analogique? Je ne vois pas d'autre solution à cela que de croiser les méthodes, lire à l'écran, consulter les collections en bibliothèque, ne pas céder à la sirène du tout numérique, donc, qui est un peu la voie de la facilité. Le projet dirigé par Alain Vaillant, donc vous voyez une partie ici, sur la petite presse parisienne, qui est un axe important, un sous-axe, si on veut, de Média 19, est exemplaire, puisqu'il donne lieu à l'enrichissement d'une très grande base de données auxquelles de nombreux chercheurs ont collaboré, et qui est alimentée à la fois par les consultations en ligne et par les collections disponibles en bibliothèque. En outre, c'est souvent sous l'angle de l'archivage numérique patrimonial que l'on consulte la presse ancienne. Donc, la presse est le plus souvent présentée et valorisée, je l'ai dit, comme une sorte de trésor national. Chacune de ces plateformes opère une duplication de l'espace national envisagé dans sa dimension médiatique, recréant l'illusion rétrospective de systèmes indépendants, repliés à l'intérieur de frontières closes. Il est dès lors tentant de maintenir ces cloisons dans les analyses, à une époque où par ailleurs les subventions de recherche sont souvent liées à des conditions de retombées concrètes auprès de chacun des publics locaux, nationaux concernés. Je vais y revenir bientôt, mais rien ne circulait davantage au XIXe siècle que les objets médiatiques.
Paradoxalement, il y a donc un risque que l'accessibilité numérique engendre un phénomène de cloisonnement national, de repli sur un corpus unique, comme s'il existait un peu en vase clos. En se donnant progressivement pour horizon le journalisme francophone, et non exclusivement français, le projet Média 19 tente de donner à ressaisir cette réalité transnationale du journalisme, et certaines pages du site, comme celle qui donne accès à une carte géographique très sommaire là, pour les grands numériciens électriques, vous êtes tous ici, mais quand même où sont retranscrites les collections numérisées en fonction de leur origine, ou encore celle de nombreuses notices biographiques dans lesquelles émergent des journalistes québécois, belges ou suisses, permettent d'en prendre connaissance. Donc ça, c'est simplement une capture d'écran d'une partie de la carte Google que j'ai montée, qui vous permet de circuler dans les presses francophones numérisées au Xe siècle. Vous allez à la Nouvelle-Orléans, vous allez voir les collections disponibles, ou l'adresse du journal, puis on peut circuler comme ça. 5 minutes. Voilà. Matérialité, deuxième élément. Alors, intérêt très vif actuellement pour la matière du journal, mise en page, illustration, interaction avec les zones du journal. Hein, c'est également lié à la numérisation des corpus. Ça engendre des nouvelles perspectives sur les énonciations éditoriales. Indéniablement, le numérique invite spontanément à une réflexion sur l'apparence des journaux, leur présentation visuelle. Nous sommes de plus en plus habitués à manipuler des surfaces, des icônes, des zones de l'écran. Hein, et les chercheurs qui travaillent sur la presse ancienne effectuent sans doute des projections inconscientes sur les matières médiatiques qu'ils ont sous les yeux. Nous touchons nos journaux à l'écran, alors que naguère nous les feuilletions. Hein. Il y a toujours quelque chose au bout de nos doigts. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant que nous ne soyons plus jamais attentifs donc, aux matières médiatiques, aux volumes, aux relations texte-image, etc. Pour la presse du XIXe siècle, nous devons retenir, je pense qu'il faut revenir à cette importance du support, de l'objet matériel, puisque le numérique nous offre la chance, non pas de toucher l'objet en tant que tel, mais de prendre conscience d'une certaine forme de matérialité, d'une organisation visuelle, hein, de l'importance qu'elle a pu avoir avec ces processus. Il n'y a pas de doute, à mon avis, que les journaux ont formé des ensembles dynamiques dans lesquels les présentations matérielles étaient conçues par des acteurs comme des formes de modélisation, traduisant constamment leur appartenance à un ensemble et tentant de s'en distinguer. Donc, le numérique offre l'occasion de saisir l'œuvre de ces modélisations qui ont eu, on le sait, de très grandes répercussions sur les imaginaires sociaux, sur la place, la conception de la littérature dans le médiatique. Et je vais donner un exemple qui est le plus emblématique qu'on connaît bien, c'est celui du feuilleton que vous voyez à gauche. C'est cet espace du bas de la page, d'accord, qui est vraiment un truc incontournable dans les journaux français et dans certaines presses francophones, notamment en Amérique du Sud, hein, qui ont élabore, on pourrait dire, une modélisation que je symbolise ici, donc à gauche, par un trait rouge horizontal dans un journal parisien, Le Temps. Bon. Mais au Québec, comme par ailleurs à New York, dans certains journaux comme le Courrier des États-Unis, ou à la Nouvelle-Orléans, dans tous les journaux quotidiens qu'il y a eu là-bas, qui étaient donc des journaux francophones importants, le feuilleton ne donne lieu qu'à d'assez brèves expérimentations qui ont rapidement été abandonnées, à tel point qu'on peut proposer que la modélisation horizontale de la presse française, opposant haut et bas de page, elle a été littéralement donc, pivotée de 90 degrés dans le système francophone nord-américain. Ce sont donc les deux côtés de la page, gauche et droite, qui sont entrés plus directement en dialogue. Autre élément, les sociabilités, les identités sociales. Donc, l'histoire littéraire, ces des années de la presse, a mis l'accent sur le réseau, les sociabilités de journalistes, la collectivité de l'écriture. Je pense que les technologies numériques peuvent permettre de mieux penser ces communautés médiatiques du passé, emboîtées, interconnectées. Sans doute faudra-t-il aller beaucoup plus loin que nous le faisons actuellement, en usant plus encore des ressources disponibles. Hein, il y a tout lieu de croire que des numérisations de corpus, de recherche, plein texte, de plus en plus performantes, seront l'occasion de développer des stratégies de comparaison, d'analyse des jeux de citation, de références croisées, d'extraction, tout ça, de moissonnage de données. Je pense qu'il y a des réseaux méconnus, des circulations inédites de termes clés, des imaginaires dont on ne soupçonnait pas les transferts, qui pourraient alors surgir. Peut-on envisager en outre des formes de biographie collective des journalistes, des trajectoires sociales et professionnelles de ces populations souvent mal connues, hein, elles sont encore très mal connues, souvent dissimulées derrière les grands écrivains journalistes que l'on connaît beaucoup. Le projet Média 19 s'est lancé dans un premier établissement de notices biographiques des journalistes du 19e siècle, qui est disponible en ligne. Hein. Nous avons donc un grand travail collectif qui est en voie d'être achevé. Nous avons cette section des notices biographiques avec plus de 4000 noms propres. Hein, qui est donc entièrement en ligne. Pour chacun d'eux, on a un petit protocole très bref, objectif, pour renvoyer ensuite vers des dictionnaires biographiques numérisés qui étaient souvent publiés au XIXe siècle. Et donc, progressivement, nous sommes en train d'ajouter d'autres outils, notamment des renvois à la page data de la Bibliothèque nationale de France, qui moissonne dans les données, c'est du web sémantique qui permet de ressortir toutes les données numérisées disponibles sur cette personne.
Bon, parmi aussi les bases de données accessibles à partir du Média 19, l'une d'entre elles est consacrée à la compilation d'un très grand nombre de données biographiques. On va commencer à l'alimenter afin d'aller plus loin que dans les notices actuellement publiées sur le site. Dernier élément, donc, comme je l'ai dit plus tôt, la présence en plus forte du numérique dans la recherche, évidemment, invite à situer les phénomènes de circulation internationale de la presse au centre de l'attention scientifique. Donc je pense que c'est vers ça que ça va aller beaucoup, le global, transnational, l'ouverture de plus en plus. C'est ce que j'ai essayé de faire, là, si je veux faire ma petite promotion dans un ouvrage qui devrait paraître cette année, qui va s'intituler « La culture médiatique francophone, Europe, Amérique du Nord, 1760-1930 », dans lequel j'ai effectué moi-même une sorte de grand voyage numérique, pour aller de la Nouvelle-Orléans à Montréal, du Manitoba à l'Acadie, de New York à Paris, en tentant de tenir compte de toutes les données et des années de développement de ce système qui était très très bien interconnecté. Et je crois que les outils comme ceux qu'on développe sur Média 19, d'autres outils pourront nous inviter à établir des protocoles de recherche qui vont mettre tout ça en lien de manière puissante. Donc voilà pour les quatre, et je conclus, voilà pour les quatre grands axes qui permettent de synthétiser de quelle manière notre discipline, l'histoire littéraire et culturelle de la presse est désormais engagée dans les grandes transformations du numérique. Il y a bien d'autres effets, ce sont là que de grandes perspectives, que de nouveaux outils viendront affiner, préciser. Je sautais cette page, je termine avec nos partenaires financiers. Il me semble qu'historien des relations de presse et de littérature au XIXe siècle, nos activités de recherche nous portent désormais à lire le journal à l'écran. C'est là-dessus que je vais conclure. Cela dit, l'inverse n'est-il pas aussi envisageable? Ne peut-on pas appréhender la nouvelle ère numérique au prisme de la révolution médiatique, lire le numérique au travers du papier, Les actuels phénomènes de mimétisme, qui font par exemple que le journal papier aujourd'hui ressemble souvent à un site web, c'est le cas très fortement de la presse, ou d'autres, confirment la vitalité de ces pratiques en transition, de remédiation des formalités médiatiques anciennes à l'intérieur de nouveaux espaces de communication. De même qu'autour de 1900, à l'époque où se généralisait la présence de la photographie dans la presse, on retouchait les images pour leur donner un aspect encore proche de la vieille et rassurante gravure. Penser les médias de diverses époques au prisme de leur réversibilité ne constitue donc pas, sur certains points, un anachronisme. Il s'agit d'un juste équilibrage des perspectives dans ce jeu de va-et-vient pour voir ce qui se passe d'une époque à l'autre, ce qui est recyclé, transformé, approprié, et ce qui hante encore nos regards à travers les héritages qui sont les nôtres. Bien comprendre le XIXe siècle médiatique permet peut-être de mieux penser le XXIe siècle numérique et de l'envisager avec une sobre et féconde distance. Je vous remercie.